Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Maison Fumetti pour ce 37e Antipasti qu'on va consacrer au parcours d'Antoine Marchalo depuis son enfance jusqu'à ses projets futurs, puisque c'est le principe des Antipastis. On va cuisiner Antoine pendant une petite heure, 1h15. Et puis ensuite, je pense qu'on descendra faire un petit tour de l'expo. Et notre ami Henri Landré sera là pour assurer l'interrogatoire. On le fera peut-être ensemble. On fera un petit tour de ce troisième montage de ton exposition, c'est ça ? C'est ça. Angoulême, c'est ça. Angoulême, Colomiers et Maison Fumetti à Nantes. Tout à fait. Alors le principe de l'antipasti, c'est en 4 parties, 4 actes. Tout d'abord l'enfance, la genèse, les études. Ensuite, deuxième partie, les livres, les travaux consacrés, on dira. Troisième partie, ce sont ce qu'on appelle les mignardises, à savoir tout ce qu'Antoine fait en périphérie de la bande dessinée. Et puis quatrième partie, les projets actuels et les projets futurs. On va commencer avec une très belle photo, avec la mise en bouche. Une photo glanée sur Internet, figure-toi. C'est pas vrai. Eh oui. Tu laisses des trucs sur Internet, Antoine, je sais pas, à un moment il faudra peut-être faire le tri, vider... Mais ça c'est une image d'intelligence artificielle, on voit bien que les doigts, il n'y a pas le bon compte et tout. Alors effectivement, là il y a un petit doute sur un doigt coupé, mais... Non mais t'as raison, c'est une vraie photo, je sais même pas où je suis. Probablement tout à droite, dans les bras de mon frère, ouais. Ok, donc il y a ton frère. Ouais. Ça va m'aider à te poser la première question, c'est dans quel contexte tu évolues quand tu es enfant? Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Oui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 frères et sœurs. Non, c'est pas vrai, j'en ai 2, j'ai 2 frères, un grand et un petit. Ouais. Et j'ai une enfance très malheureuse, comme vous pouvez le voir sur cette photo. C'était beaucoup la guerre avec les sirènes quand on était petit. J'avais grandi à Brest, ouais, et on était beaucoup sur ce genre de problématique. Tu es né en 86, ouais. À Brest. Tu as vécu un moment ensuite à Lyon sur le temps de tes études, on verra ça. Ouais. Et puis ensuite un petit peu à Paris, et puis tu habites aujourd'hui à Uzerche. Et on verra les projets que tu mènes là-bas. Pour l'enfance, on va parcourir un petit peu certains de tes dessins, et puis on va aussi parler un petit peu de ton papa qui faisait de la peinture aussi, et de ton grand-père, je crois. Tout à fait. Hein, et ton père qui a certainement eu une influence par ces images sur ton travail, mais ça tu vas nous en parler par la suite. Ouais. Est-ce qu'on a des choses à dire sur ces petits poissons et ces drippings à la Jackson Pollock? Eh ben, je crois que je l'ai pas mal influencé, je crois. C'est de la peinture avec la paille. Je sais pas si vous avez fait ça. On souffle l'encre, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Pareil, j'ai une longue période d'au moins 2 ou 3 dessins là-dessus. Là, tu as quel âge, tu sais ou pas? Je dois avoir 18, 19 ans, je pense. Non, ça doit dater de la maternelle, je pense. Et là, j'ai redécouvert ces images il y a 2 jours, parce que mon père me les a envoyées in extremis hier, d'ailleurs. On remercie du coup ton papa pour ses chefs-d'œuvre. Là, il y a quand même un bond dans le temps. Hein. Il y a un petit bond dans le temps, ouais. Et là, il me semble que c'est de la peinture numérique. Hein. Moi, je découvre en même temps que vous. Hein. Moi aussi, presque. Ça, c'est des images que mon père devait glaner sur Internet à l'époque où moi, je me cherchais un petit peu aussi. Et je faisais beaucoup de dessins comme ça à la tablette graphique. Je traînais sur un vieux forum qui s'appelle Café Salé. Je ne sais pas si certains ont écumé. C'est à l'époque des forums. C'était il y a bien quasiment, je dis 15 ou 20 ans peut-être même. L'époque de MySpace, l'époque grande époque. Et la mode à l'époque, en tout cas, moi et mes potes d'internet, c'était de faire du speed painting. Et
Et l'idée, c'était de faire des... Ça, c'était un croquis fait à la tablette graphique. On voit très mal, malheureusement, parce que c'est vraiment extrêmement fin. Non, c'est pas vrai. Et je faisais des croquis, des dessins. Donc le speed painting, l'idée, c'était de faire des espèces de dessins un peu tendant vers le réalisme, mais assez rapidement, et entre le croquis et le réalisme, entre le made painting et la recherche, etc. Et je faisais ça me passionnait. Est-ce que tu es le seul à dessiner dans la famille ? Mon grand frère dessinait pas mal et lui a complètement arrêté à l'adolescence plus ou moins, quoi, ou au collège. Et moi, malheureusement, j'ai continué, ce qui fait que lui est propriétaire et pas moi, par exemple. Ouais. Donc je faisais des trucs un peu olé olé aussi, qui sont toujours chez mes parents. Ça, c'est des trucs que je retrouve chez mes parents. À chaque fois que je rentre, ils l'ont imprimé, ça, et c'est un peu dur à chaque fois. Mais en même temps, ça nous ramène où on est. À chaque fois que je rentre chez mes parents et que je dors dans la chambre d'amis, je vois ces trucs et je me dis, ouais. Alors il y a ça, moi ça m'a surpris là quand tu m'as envoyé ça tout à l'heure. Ça, c'était mes premiers cours de dessin. J'allais chez un monsieur qui donnait des cours d'aquarelle à des petites dames, des vieilles dames principalement. Et il y avait moi et mon copain Guillaume, on était en 5e et on prenait des cours d'aquarelle pour apprendre à faire des reflets dans l'eau comme beaucoup de gens font en Bretagne, peut-être sur les côtes de l'Atlantique, on va dire. Alors, on ironise, mais ça a été important ou pas pour toi, ces cours, cette approche là que tu as eue quand tu étais enfant, ado ? Je ne sais pas si ça m'a appris des skills, des compétences que je réutilise maintenant, parce que je fais plus de l'aquarelle. Mais en tout cas, c'était mes débuts dans ce qu'on appelle un atelier, parce j'y allais le mercredi matin, on dessinait avec Guillaume et je sais plus, Ginette et Gisèle, et on dessinait des aquarelles, des marines comme ça. C'était donc mes premières expériences d'atelier collectif artistique, et ça me plaisait bien en vrai. Je crois que c'est à peu près à ces moments-là où j'ai compris que j'aimais bien faire ça et que j'aimais bien faire ça. Tu as quel âge là ? Ça, je pense que je devais être en 5e, je pense, un truc comme ça. Là, le pastel sec, incroyable, les marins sur la jetée. Autre chose, ouais. Ça, c'est une copie de... J'ai pas inventé ça, c'est pas fait d'après nature, malheureusement. C'est une copie d'un dessinateur peintre qui s'appelle Frank Frazetta. Dont on va voir une ou deux images par la suite. J'aimais beaucoup ces ombrages, ces muscles bien dessinés. Ouais. Les dégoulinures de sang. On passe aux peintures de ton père, là, cette fois-ci, qui, a priori, a eu quand même une influence certaine sur toi. C'est pas aussi simple que ça, parce que ces peintures, je les ai vraiment très, très, très peu vues. Elles étaient rangées, je sais pas si c'est lui qui voulait les ranger ou ma mère, mais en tout cas, c'était très, très bien rangé dans un vieil établi. Vous ratez quelque chose. Franchement. Ouais. Il faudra voir la vidéo que Clara est en train de filmer, parce que là, il y a des valeurs, il y a des couleurs. Il faudrait que je lui fasse un Instagram, en fait. Et donc, j'ai vu ces trucs peut-être quand j'étais gamin, mais après, je les ai très peu vus. Donc, je peux pas dire que sa peinture vraiment a eu une influence sur moi. Peut-être que j'ai eu un choc esthétique à cette époque, mais j'étais un peu trop jeune pour m'en rappeler, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que mon père et mes parents, d'ailleurs, mes deux parents, étaient hyper soutenants là-dedans. Et je pense que l'influence a été plus dans le fait de m'accompagner là-dedans et de me laisser les coups des franches et tout pour faire du dessin et de la BD, que vraiment graphiquement parlant. Même si je revois ça et je me dis peut-être qu'il y a des trucs, mais je les voyais pas au quotidien. C'est pas comme s'ils étaient accrochés dans le salon et que je les voyais, mais je baignais quand même dans un truc où on était très tolérant avec le fait de faire des dessins. Ta maman peignait aussi ? Alors, absolument pas, non. Très nul au Pictionary, tout ça. Enfin, bon, bref. Ouais. Bon, là, vous voyez pas, mais on est quand même très influencé par le surréalisme de Tanguy, de Dali,
Magritte, je l'ai pas ressenti, mais il n'y a pas que ça hein, quand même. On sent qu'il y a quand même une culture derrière de l'image, avec un arrière-plan là. Presque Heroic Fantasy, l'arrière-plan. Ouais. Mais ouais, l'absurde et le surréalisme, il m'a sûrement probablement transmis ça plutôt de manière orale, on va dire, que graphique, je pense. Il y avait des livres chez toi, des livres d'art, des ouais, parce que mon père a en fait continué à peindre, mais il s'est un peu rangé de sa carrière, on va dire, peintre de fiction pour se mettre à la peinture un peu plus classique des paysages, des marines aussi. Mais du coup, c'est son métier ou Non, pas du tout. C'est vraiment un peintre du dimanche, quoi. Et donc il a continué à faire ça, mais je ne sais plus quelle était la question exactement. Bon, une peinture de Yves Tanguy ici, et puis une peinture par la suite de Dali, dans lesquelles moi je vois des échos à certains. Oui, alors les livres, par exemple. Ouais, ça, je pense que c'est Yves Tanguy et tout ça, c'est des trucs il y avait des peintures, des bouquins de ça chez mes parents. Et c'est pas possible que ça soit un peu rentré dans ma psyché. Et Tintin, bien sûr. Alors oui, là tu m'as donné une petite liste de choses qui t'ont éveillé au dessin, à la bande dessinée. On aura plusieurs temps comme ça où je vous montrerai des références de gens qui t'inspirent, de gens dont tu apprécies le travail. Ça c'est vraiment ce que tu lis quand tu es enfant, du coup Tintin, Claude Ponty. Ouais. Dans ta cosmogonie, il y a aussi Tommy Ungerer. Ouais. Plus surprenant. L'Enfeuse de Troie, ouais. L'Enfeuse de Troie. Ouais, trop stylé, L'Enfeuse de Troie. Regarde-moi. Calvin et Hobbes, dont tu parles assez souvent. Oui, en lisant un petit peu, en enquêtant, j'ai vu que c'était une citation que tu faisais souvent pour dire l'endurance de quelqu'un, d'un dessinateur, qui suit un personnage sur du long terme. Voilà. Oui, c'est à la fois peut-être une source d'inspiration et à la fois vraiment très éloigné en termes de ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire que énormément de mal à réutiliser plusieurs fois les mêmes personnages et cette façon d'arriver à trouver des ressorts humoristiques qui surprennent quand même à chaque fois. Je trouve ça assez ouf. Gary Larson, pour un ado, c'est une référence qui est peu citée. Ouais, peut-être, ouais. Bah, ça, c'est des références de mon père, vachement, ouais. Je pense qu'il s'est échangé ça avec ses collègues de bureau, je pense. Ils imprimaient les trucs, ils placardaient sur leur bureau, sur la machine à café ou ce genre de truc. Ça, un autre truc qui s'appelle Dilson aussi, mais je comprenais moins. C'était beaucoup plus axé sur le monde du boulot, du travail, et du coup, je comprenais moins. Alors que Gary Larson, ça me faisait vraiment... même si des fois, d'ailleurs, je comprenais pas, je pense. Mais, enfin, au début, en tout cas. Mais ce côté un peu monstrueux des animaux, se moquer un peu de la bêtise, mais sans être trop méchant non plus, trop condescendant, je crois. Je sais pas, je trouvais ça cool. D'autres animaux ici. Les castors allumés, ouais. Les castors allumés. Ça, c'était bien. Ça, c'est pour le coup, c'est le dessin animé là qui. Ouais. Moi, c'est un des rares dessins animés que j'aimais. Donjons et Dragons. Alors les dessins, les peintures de Donjons et Dragons, ça. Ouais, ça me fascinait ça. Surtout, ouais. Au collège, quand on a les hormones en ébullition, tous ces dragons là, comme ça, c'est. Ouais. Et on vient à Franz Frazetta, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Dont j'ai copié le cavalier à la hache. On a ensuite une peinture à toi, une peinture numérique. Alors là, vous ne voyez pas, c'est en clair-obscur, il y a beaucoup plus de valeur dans le fond. Très étonnant en fait de voir le début de tes études à Émile Cole, là, avec un dessin plutôt réaliste, expressionniste. Ouais. On est dans l'heroic fantasy, dans des choses qui sont très éloignées de ton travail actuel. Ben ouais, c'était clairement mes références du lycée qu'on continue à courir jusqu'à la fin de mes études, donc en 4 ans à Émile Cole, et j'ai beaucoup évolué dans cet univers-là. C'est vraiment que
en troisième, quatrième année, donc avant dernière année, où en rencontrant les copains d'arbitraire, où j'ai commencé un peu à dérailler de cette voie qui m'était promise. Alors, il y a quand même dans toutes ces images que tu m'as envoyées là et que vous voyez une virtuosité. Il y a quelque chose dans le traitement des ombres, des lumières, les compositions. C'est un apprentissage que tu fais ou c'est quelque chose que tu sais déjà faire là? Qu'est-ce que tu cherches en fait au début de tes études? Et je ne sais absolument pas ce que je cherche. Moi, j'en ai dans une école qui nous apprend principalement à dessiner de manière assez réaliste, en tout cas, surtout les 2-3 premières années de l'école, et c'est quand même assez... on dévie pas trop à représenter le réel. Et moi, ça m'allait bien, en tout cas au début. J'ai toujours été un élève consciencieux et je fais ce qu'on me dit de faire. Alors, forcément, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre et j'ai commencé à justement... t'émanciper de ces savoir-faire. Ouais, voilà. Mais au début, on devait dessiner de manière assez réaliste et moi, en fait, je me cherchais. J'ai passé mon temps à me chercher à l'école. D'ailleurs, chaque sujet, pour moi, je comprenais pas trop. J'ai l'impression que chaque sujet qu'on nous donnait, moi, il fallait que je trouve un nouveau style. D'ailleurs, j'ai un peu gardé ce tic graphique qui me complexait un peu au début, d'un perpétuel renouvellement, de pas savoir faire 10 dessins identiques d'affilée, en tout cas de galérer à faire des séries de dessins qui sont un peu dans le même univers, qui se ressemblent. Et quand j'étais à Émile Cole, dans cette école d'art, c'était déjà le cas. Je changeais tout le temps de style. Personne me disait qu'il fallait que je me spécifie un peu. On me laissait faire. J'évitais un peu les profs. Du coup, ils m'ont laissé faire ça, quoi. C'est ce que j'ai senti en revoyant tout ça et puis en t'écoutant parler sur des podcasts. J'ai la sensation que ce que tu venais chercher dans cette école, tu ne l'as pas vraiment trouvé et tu as trouvé autre chose en rencontrant l'équipe d'arbitraire pour développer des projets beaucoup plus alternatifs, beaucoup moins dans les clous finalement de ce qu'attendait certainement l'école Émile Cole à cette époque. Ouais. Carrément, moi je savais pas trop. En fait, en rentrant dans cette école, je m'imaginais faire du caractère design, bosser dans le jeu vidéo et des trucs comme ça, quoi. Et en fait, avec Arbitraire est arrivé aussi, du coup, découverte des projets collectifs, puis du dessin un peu plus de l'édition alternative, du DIY et tout ça. Et en fait. J'ai trouvé ça vachement plus fun que les 2 stages dans des boîtes de jeux vidéo que j'avais fait en 3e année. Ah oui, t'as fait ça. Ouais, j'ai fait ça, comme un dernier test pour être sûr de ce que je voulais faire. Donc, avant de faire ma dernière année, Émile Cole, j'ai fait 3 mois de stage dans des boîtes de jeux vidéo à Paris et Lyon. Et j'ai assez vite réalisé que c'était pas trop fait pour moi, quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé trouver à Émile Cole si tu n'avais pas croisé les compères d'arbitraire? Souvent, en fait, tu es assez critique par rapport à ce que tu as vécu à ce moment-là à Émile Cole. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'était exactement que tu attendais ou que tu espérais. On est souvent déçu quand on fait un parcours dans des études artistiques parce qu'on a certainement beaucoup d'attentes et je pense que tu en avais... En fait, j'avais pas tant que ça d'attente. Je savais pas vraiment où j'allais, quoi. Je suis allé à Émile Cole parce que j'ai vu une belle brochure sur internet avec des jolis dessins et je savais pas trop où j'allais. Est-ce que je pensais j'allais en fait Émile Cole m'aurait donné exactement ce que je pense que j'attendais d'eux, en fait. Mais il s'avère que grâce à Arbitraire, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus d'autres choses, et c'est là un peu où j'en veux, où je trouve que cette école elle manque de plein de trucs.
on parlera pas du prix, exorbitant, ce qui pour moi, avec le recul, est une aberration totale, quoi. Mais ce que je leur reproche, c'est que ça manque d'ouverture, justement d'ouverture. Si j'avais pas rencontré ces gens d'arbitraire, ben j'aurais pas imaginé qu'on pourrait faire en fait de l'art sous tout un tas de façons. Et je critique absolument pas les gens qui bossent dans des boîtes de jeux vidéo ou d'anime. Il y en a qui prennent leur pied là-dedans et tout. Mais en fait, moi, clairement, ça m'aurait attristé au bout de quelques temps de faire ça. Aucun enseignant ne t'a jamais donné un conseil que tu as retenu et qui t'a servi par la suite? Mais à leur décharge, vraiment, j'ai très vite un petit souci avec l'autorité, enfin de manière plutôt... je sais pas, émotive presque que conscientisée, quoi. Donc j'esquivais un peu les profs et ils voyaient un peu bien que je les esquivais et du coup il n'y avait pas de fort échange entre nous, quoi. Du coup ils me laissaient faire, je livrais mes jolis dessins, ils étaient contents. Bah oui, c'est ce que je me dis en fait, ils devaient être contents, tu devais être un bon élève pour eux. Sans plus, quoi. J'étais un élève sans histoire, ok, je faisais bien mes boulots, quoi. Ça, c'est toujours à Émile Cole, ces 3 images là? Oui, ouais. Là, on sent quand même que tu commences à t'émanciper de choses un peu classiques. Ouais, c'est un de mes premiers boulots de commande, on en parlait tout à l'heure, chez un livre collectif aux éditions Glénat, où j'ai remplacé quelqu'un au pied levé pour faire des illustrations jeunesse Okay. Et effectivement, c'était peut-être un petit step entre ce que je savais faire et puis ce que j'allais faire. C'est aussi de la peinture numérique, là. Ouais. À cette époque-là, j'avais beaucoup de mal à faire autre chose que dessiner à l'ordinateur. Ouais. Et on sent déjà la séparation des couleurs typiques de la sérigraphie, la riso. Ouais. C'était une volonté du coup d'utiliser. En fait, je découvrais la sérigraphie et du coup les contraintes et du coup les jeux graphiques que ça entraîne et du coup j'étais un peu focalisé là-dessus. Ouais. J'en faisais somme toute assez peu de la sérigraphie, j'en ai fait un peu. Avec Arbitraire un peu plus tard, on en a fait quand même de la sérigraphie, des risos et trucs comme ça. À l'époque, je commençais tout juste j'avais pas d'atelier, donc c'était mes premiers pas là-dedans, on va dire, quoi. Les rencontres graphiques que tu fais à ce moment-là, les découvertes, il y a le Dernier Cri qui justement édite des objets un peu spéciaux en sérigraphie, en press offset. Il y a, ça c'est une page une page issue de la revue Hôpital Brut, avec d'un côté Vincelus, de l'autre Charles Burns. Cowboy Hank, que tu cites souvent, un petit peu d'ailleurs, tu le cites comme Calvin et Hobbes, comme voilà, des dessinateurs obstinés qui animent un personnage sur des années et des années. Et il y a déjà aussi un peu l'absurde ici. Ouais, carrément, ouais. Qu'on retrouve pas forcément dans Calvin et Hobbes, mais là, c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment raconter de n'importe quoi. J'imagine qu'il y a une grosse révélation avec Pierre Lapolice. Ouais. Et peut-être bien en particulier avec Véridique. Ouais. Oui. Justement, Véridique, j'ai découvert ça dans ma dernière année à Émile Cole, et je me rappelle encore pleurer de rire vraiment devant mon ordinateur, parce qu'à l'époque, il avait un site, je sais pas s'il l'a toujours, où on pouvait les voir les Véridiques les uns après les autres, on pouvait les enchaîner comme ça, et ça me faisait vraiment mourir de rire. Et c'est aussi à ce moment-là où je commençais mes premières bandes dessinées, en fait, parce que des bandes dessinées, j'en faisais pas étant enfant, et j'en ai fait un tout petit peu à Émile Cole. Enfin, je faisais les travaux qu'on nous demandait de faire en bande dessinée, mais là, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à faire de la BD pour moi, donc pour Arbitraire, donc pour moi, et que je me suis rendu compte que je savais, quand j'en faisais, je savais faire des trucs. Enfin, la seule chose qui me venait à l'esprit, c'était des trucs humoristiques, et c'est peut-être parce que j'ai découvert Pierre Lapolice à ce moment-là.
On a les 8 premières, les 8 premières de couverture des 8 premiers numéros d'Arbitraire. Une revue du coup tenue par un collectif. Vous vous êtes rencontrés à Émile Cole du coup, ou vous vous êtes rencontrés ailleurs à Lyon? Non, ouais, on était tous à Émile Cole, ouais. Sauf que Émile Cole s'est construit. Il y a plusieurs classes, et on se retrouve. Le tronc commun se fait à la fin, et ils n'étaient pas dans ma classe au départ, et je me suis retrouvé avec eux sur les 2 dernières années ou sur la dernière année, je sais plus très bien. Et là, tu parles souvent en fait comment dirais-je, de la découverte, de la rencontre de ces gens comme plus bénéfique pour toi que les études. Ça a été ton choc esthétique, ta révélation, ça a été ça. Ouais, ah bon, après l'école a permis ça aussi quand même, Ouais. c'était quand même assez important. Si j'étais resté chez moi, j'aurais rencontré personne. Mais clairement, ouais, si je fais ce que je fais, si j'ai pris le goût à la liberté de ton qu'apporte le fanzina, tout ça, c'est vraiment clairement grâce aux gens d'Arbitraire. Et aussi grâce à c'est une photo de l'atelier Arbitraire, parce que non seulement on faisait des fanzines ensemble, mais en plus ils ont eu envie, c'était une idée qui leur trottait dans la tête même avant que je les rencontre, je crois, d'avoir un local collectif. Et donc en sortant de l'école, on a acheté ce petit local près de la Part-Dieu à Lyon, où on a entassé tout notre bordel pour continuer un peu à faire ce qu'on faisait en heures sup à l'école et qui nous plaisait trop. On l'a continué à le faire ensemble après l'école. Et ça a été assez salvateur aussi de pouvoir continuer à bosser ensemble et de pas laisser retomber le soufflet comme ça se passe assez souvent avec les gens qui qui finissent leurs études. Il y a souvent un petit temps après le diplôme où on est un peu hébété comme ça. Et ben en fait là on a continué, c'est juste qu'on a enlevé tous les trucs qui nous saoulaient de l'école, puis on a continué à faire ce qui nous plaisait, et ça a été hyper formateur. Et moi j'ai passé des semaines, des mois dans cet atelier à désapprendre tout ce que j'avais appris, cet énorme bagage technique que j'avais à Émile Cole, à essayer de m'en défaire et je sais pas, trouver une autre façon de raconter. On va voir du coup un certain nombre de tes dessins qui tranchent avec ce que vous avez pu voir avant et qui vont être associés pour ce livre qui s'appelle Magic Art Digital. C'est pas un des premiers, c'est pas ton premier livre, je crois. J'avais fait peut-être un ou deux autres petits fanzines de bande dessinée avant avec Arbitraire, mais. Et là, on voit en fait toutes les expérimentations graphiques qui t'animent à ce moment-là, avec du dessin sur papier traditionnel, mais aussi beaucoup de montage numérique. On pense évidemment là au Gravzine, on pense au Dernier Cri. Oui, bien sûr. C'est une espèce de défouloir, ça? Ouais, carrément. Ouais. On sortait de 4 ans d'une école vraiment très scolaire, hein, pour pas dire militaire presque, j'exagère. Il y en a peut-être dans le lot qui pourront confirmer ou non, je sais pas. Mais c'était vraiment très directif et c'était dur de s'en échapper, je trouve. Et du coup, après, ça a été vraiment un grand soufflet de libération après. Donc je dessinais. C'est à cette époque-là que je me suis rendu compte que c'était plus facile de devenir artiste quand on avait des parents qui avaient un peu plus d'argent, parce que du coup ils m'ont aidé un peu à la sortie de mes études, ils ont continué à m'aider, et donc j'ai pu faire mes petits gribouillons sur les tables de l'atelier Arbitraire, et je faisais des trucs comme ça pendant des heures, à dessiner des trucs sans trop savoir où j'allais, mais j'avais vraiment envie de me défouler, de casser un peu les automatismes. Ouais. Tu dessinais beaucoup? Ouais, on dessinait beaucoup. On avait un rythme d'atelier hyper assez intense, quoi. On passait nos journées là-bas. On se faisait bouffer ensemble. C'est aussi là-bas que j'ai pris le plaisir de faire des bouffes collectives, faire à manger ensemble et tout. C'était hyper. J'ai appris, pas qu'en dessin, quoi, aussi collectif et tout ça. C'était hyper enrichissant.
Il y a la revue Arbitraire dans laquelle évidemment tu collabores avec d'autres auteurs et autrices. On passe quelques-unes de tes réalisations dans ces différents numéros. Là en particulier le 10 et le 11. Si tu as envie de parler de l'expérience Arbitraire ou de cette série-là en particulier, n'hésite pas. Ça, c'était une expo collective. Une collective de collectifs, c'est-à-dire qu'on c'était une expo dans la péniche qui s'appelle Petit Bain à Paris où un studio de graphisme dont j'ai oublié le nom là, qui nous avait proposé de faire une expo avec aussi il y avait les gens de Psoriasis qui est un autre collectif mais issu des arts déco auquel tu as participé d'ailleurs. Psoriasis il me semble. Écoute, j'arrive plus à me rappeler, mais si tu le dis, t'es peut-être renseigné plus fraîchement que moi. Je me rappelle plus. C'était des bons copains. Une page. J'ai peut-être fait un dépannage à un moment. Ah oui. Une page avec des formes noires. Ouais, c'est possible. Oui, il y a un hommage à Anakuma. Oui, c'est vrai. Oui. Et on rencontrait d'autres. En fait, via Arbitraire, on a rencontré d'autres collectifs. Il y avait Écarquillette. Psoriasis et c'était hyper formateur et enrichissant pour ça. C'est que moi je me rendais compte que c'était possible de faire des trucs en collectif et je me rendais compte qu'il y avait plein de façons de le faire et plein de gens qui faisaient des trucs hyper différents de ce qu'on faisait, enfin hyper ou plus ou moins, mais et qu'en fait on allait faire des festivals et c'est comme ça que j'ai rencontré les Requins Marteaux aussi. Autre collectif. Ouais. Mes patrons et donc ça a été un immense bol d'air et de trucs de découverte incessantes. Et un laboratoire avec des exercices oubapiens dans l'esprit de Oubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, avec des propositions collectives où on joue le cadavre exquis, on retourne la bande dessinée sur elle-même. C'est aussi ça qui est intéressant, je pense, à ce moment-là de l'histoire d'Arbitraire, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas juste des auteurs les uns à côté des autres, mais qu'il y a vraiment un esprit de gens qui veulent travailler ensemble, à l'image du numéro 12 d'Arbitraire, dont tu peux peut-être nous parler. Le concept est assez complexe, mais... c'est le dernier numéro de la revue, après on a fait un break, qui est toujours un break, où on avait décidé de faire la revue d'Arbitraire. Auparavant c'était surtout chacun faisait ses BD dans son coin puis on se les montrait et puis on en parlait. Là on s'était dit qu'on allait faire vraiment une BD qui se suivait et le concept de celui-là qui était inspiré de l'histoire du Mont Analogue, lui de mal. Ouais. Et l'idée c'était de raconter cette ascension et la BD se lisait de bas en haut, de gauche à droite, mais de bas en haut sur toute la revue, quoi. Donc, il y a une cordée de personnages. Ouais, voilà. Chaque personnage est animé par un des auteurs-autrices et à chaque fin de travail de chacun, la corde est sectionnée, laissant tomber dans le vide en fait la personne d'après. Et en fait, c'est vraiment la montée de c'est la grimpe en fait de ce mont Eugolana. Eugolana qui est analogue à l'envers. Ouais. Dans ce numéro, tu termines en fait toi la grimpe. Donc tu arrives vraiment en fin de parcours avec une histoire que j'aime beaucoup. J'ai juste mis ce petit extrait là qui est très beau. Un personnage qui perd la tête, qui perd la raison et qui finit par être emporté dans les hauteurs et qui va quasiment brûler face au soleil. Très belle fin, je trouve, pour un travail collectif. C'est marrant parce que c'était aussi au moment où le collectif Arbitraire en lui-même était un peu en train de se déliter. Ça faisait longtemps qu'on bossait ensemble et à ce moment-là, on a eu tous aussi envie d'aller découvrir le vaste monde de chacun de notre côté. Et Arbitraire a pourtant continué à éditer des livres, alors d'auteurs qui faisaient pas partie du collectif. Il y a le très beau livre de Tarabous qui s'appelle Stay Afloat. How to Stay Afloat, voilà, c'est ça. Comment surnager au quotidien, on avait traduit en français, je crois. Très beau livre de Renaud, Thomas. Renaud, lui pour le coup, avait vraiment des grosses velléités éditoriales, contrairement
à moi, du coup, le collectif arbitraire a continué à exister, mais plutôt en tant que structure vraiment comme éditoriale, une petite maison d'édition, et avec quelques éditeurs, surtout Renaud puis Juliette qui l'a rejoint après, et puis un petit groupe d'auteurs comme moi qui filaient la main sur les festivals, et j'ai continué à me servir de la structure arbitraire pour faire des fanzines, éditer des fanzines et continuer quand même dans la... On les verra par la suite. Ouais. Arbitraire a réédité avec Adverse une anthologie des travaux de Jean-Michel Bertoyas qu'on a reçu en antipastie au festival de l'année dernière. Comment est-ce que toi tu agis en tant qu'éditeur du coup là? Est-ce que tu fais encore partie du comité éditorial ou non. Pas du tout? Non, pas du tout. J'ai vraiment laissé de côté le côté éditorial. Moi ils étaient encore à Lyon, moi j'avais quitté Lyon pour aller à Paris depuis longtemps. J'avais d'autres projets collectifs, on faisait le festival Fanzine à Paris, et de toute façon, de manière générale, ça a toujours été un peu moins mon truc, l'édition. J'ai souvent eu envie, et j'ai jamais réussi à concrétiser ces envies. Je suis pas assez organisé pour ça, donc j'arrive à peu près à éditer un peu mes fanzines, mais je suis incapable de faire ceux des autres, clairement. Quelques références qui t'animent à ce moment-là. Gary Painter, tu cites souvent Anna Fish. Ouais. Je crois que tu as fait une exposition avec elle. C'était mes débuts avec le Festival Fanzine. J'avais été invité par le Festival Fanzine à Paris au début qu'on habitait là-bas, à faire une expo où je devais faire des petites sculptures inspirées des dessins d'Anna Fish. Et c'est comme ça que j'ai découvert son boulot, dont je suis resté hyper fan. Édité par Misma. Ouais. Très très beau travail. Tu cites souvent Elvis Studio, qui sont deux auteurs qui montent des projets graphiques en commun. Là, on a un très très beau Leporello qui s'appelle Elvis Road. Le livre se déploie. Je sais que c'est une de tes références et que tu dis souvent que tu essayes, toi, dans ton travail, d'incarner parfois plusieurs dessinateurs. Ce serait plutôt le contraire. J'essaye de ne pas le faire, mais je ne peux pas m'empêcher. J'ai souvent envie de faire des cassures. Enfin, j'ai souvent le réflexe tout le temps d'essayer de faire des cassures de style en permanence. Et eux, c'est un peu ce qui se passe. Ils ont deux travaux de manière de travailler très différente, Xavier Robel et Helge Reumann, enfin très différentes, c'est assez différent. Et ils se rejoignent assez bien dans ce livre. Et moi, ça fait partie de mes tricks d'essayer de surprendre le lecteur en faisant des cassures comme ça. C'est peut-être un peu répétitif, mais je peux pas m'empêcher. Philip Guston, peintre américain qui fait partie des grands expressionnistes abstraits et puis qui va petit à petit ramener la figure dans son travail. C'est marrant parce que tu as beaucoup de références que Blex Bolex m'a aussi citées. Il y a vraiment une cosmogonie assez proche. Oui, j'aime beaucoup le travail de Blex Bolex aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas cité. Et ben voilà. Son nom est cité. Anouk Ricard, avec qui tu as eu le plaisir de travailler à plusieurs reprises. On verra le livre que tu as, le grand Leporello que tu as fait avec elle dans la collection Panorama. Et puis tu as participé aussi à son BDQ. Un petit dessin à la fin du BDQ. Ça fait très longtemps avec Anouk qu'on essaye de faire des BD ensemble. On n'a jamais trouvé le moyen de le faire. On est peut-être un peu tous les deux trop des huîtres pour y arriver. Je parle pour moi, je ne voudrais pas l'insulter, mais on est un peu pareil, je crois, un poil flemmard tous les deux. J'espère qu'elle va pas m'en vouloir si elle entend ça, et du coup je l'ai entendu dire ça. Tu l'as entendu dire ça, bon écoute, parfait. Mais on aimerait beaucoup bosser ensemble, et pour l'instant on n'a encore jamais trouvé le moyen de le faire. Non, tu as oublié, mais vous l'avez fait, je te montrerai.
Michael Deforge, Ouais. un dessinateur, auteur canadien, à l'univers très profond, très sombre, derrière des apparences très pop et colorées. Ça fait partie aussi des artistes. Ouais, graphiquement, ouais, il m'a vraiment beaucoup marqué, même si je n'ai pas lu énormément de BD de lui. J'en ai lu quelques-unes que j'ai beaucoup aimées. La Fourmilière. Les Fourmilières, ouais. Il y en a une autre avec Big Boy, peut-être. Alors, non, celle-ci c'est Big Kids. Big Kids, ouais, pardon. Celle-ci elle est vraiment super. Ouais, c'est vraiment super. Mais il me manque quelques-unes dans sa bibliographie. Donc, c'est plutôt, à mon avis, je pense, graphiquement, où j'étais vraiment très, très marqué. Joe Daly. Et Joe Daly, ouais, grave. Alors ensuite, on a des sculptures là. Est-ce que tu reconnais ça ? Ça, c'est Ken Price. C'est Ken Price. Les sculptures et les dessins de Ken Price, je pense, ont eu une incidence aussi sur toi, non ? Ouais, carrément. C'est pareil, cette faculté à aller à la fois vers l'épuration et un truc un peu réaliste, ou en tout cas qui se tient, et un truc très surréaliste aussi, quoi. Moi, je découvre ton travail dans Nobro, la revue des Anglais, une revue collective aussi, mais c'est un collectif un peu informel. Très belle revue, un travail d'édition hyper sensible, hyper travaillé. C'est imprimé avec des pantones. Il y a un pantone doré, par exemple, un doré mat, très beau. Ça te plairait, Maxime, je pense. T'es le seul à pas avoir utilisé ce doré mat. Ouais. Tu as utilisé les autres couleurs, mais le doré mat, tu ne l'as pas intégré dans ton image. J'ai repéré ça en fait en refaisant le tour. Là, je me rappelle même plus, je ne sais plus si j'ai conscientisé ça ou si juste je n'ai pas su comment il fallait l'utiliser. J'ai tellement de dessins déjà dans ce bordel que peut-être qu'un pantone doré aurait un peu tout flingué. Le principe en fait de cette revue, c'est à chaque fois un thème, un nuancier donné aux auteurs, aux autrices. Et puis ils font ce qu'ils veulent, soit une double page illustrée, soit une bande dessinée. Et là, c'était... Là, il fallait faire une tapisserie. Ouais. Il fallait que le dessin se boucle. C'est-à-dire que la partie gauche retrouve la partie droite, la partie haute retrouve la partie basse. Et on peut tirer une tapisserie de ça. On peut faire des papiers cadeaux. Je pense qu'ils avaient flairé le filon commercial et ils en ont tiré des papiers cadeaux. Pas avec le mien, bizarrement. Et le thème, c'était A Few of My Favorite Things. Ah. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. Quelques-uns de mes petits plaisirs. Et toi, dans tes plaisirs, il y a les belles pépées, il y a la baston. J'ai été honnête, ouais. Un peu trop peut-être. Et puis il y a aussi beaucoup de bière. J'ai noté ça. Ensuite, il y a une série d'affiches que tu m'as envoyées là. Ça va nous permettre de parler un petit peu d'un lieu que vous avez découvert avec Arbitraire, un lieu alternatif à Lyon, qui a eu une importance particulière dans ton parcours et puis dans le parcours de bon nombre d'auteurs, d'autrices. On en a parlé avec Cola lors de son Antipastis. C'est aussi un lieu qui a été très important pour lui, le Ground Zero. Tu veux nous dire un petit peu ce squat au sud de Lyon, là, quel est-il exactement ? C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure dans le jardin. On parlait des newsletters et des façons de communiquer et je racontais justement que la newsletter de Ground Zero, je continue à la recevoir et à la lire régulièrement avec curiosité. C'était un squat à la base dans le sud de Lyon, vers Gerland, qui était ouvert avant que je le découvre. Je ne sais pas depuis combien de temps c'était ouvert, mais en tout cas, moi je l'ai découvert à peu près en même temps que Arbitraire et tout ça. Et donc, c'est un squat c'était un squat dans des anciennes usines qui faisait entre 1 et 3, 4 des fois concerts par semaine. Tout ça a prix en général assez dérisoire, entre quelques euros ou une dizaine d'euros max. Et 7 euros là. 7 euros là, on était dans une moyenne haute presque. Et c'est à ce moment-là aussi que du coup, en marge de découvrir la bande dessinée alternative, je découvrais aussi la musique alternative. Et
ouais, le do-it-yourself, et je me rendais compte de tout ce qu'on pouvait faire avec juste des envies et peu de moyens, et j'ai vu tout un tas de concerts assez incroyables, beaucoup dont je ne me rappelle plus malheureusement, et énormément, et beaucoup qui m'ont beaucoup marqué aussi. Et aussi, c'était donc mes premières incartades dans le monde de l'affiche et de la musique et des dessins pour la musique, et ça a été pareil assez formateur, ouais, de faire ces affiches de musique. Je faisais des affiches pour des groupes que je connaissais pas du tout. Et puis après tu les coup, découvrais ouais, je découvrais les groupes, et puis après moi je me suis mis aussi à la musique avec des copains, et donc mon travail de musicien, je mets des énormes guillemets parce que ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais mon travail de musicien c'est mélangé à mon travail d'artiste. Donc je faisais des affiches pour mon propre groupe, pour des pochettes de disques. C'était Régal, c'est ça ? Ouais. On va voir quelques-unes de ces affiches. J'ai spoilé ta présentation, je suis désolé. Et donc ouais, c'était un moment où ouais, j'avais des endroits très factuels comme ça pour tester des trucs. C'était des boulots de commande clairement, et du coup avec les contraintes que ça impose, mais totalement libre, des espaces d'expérimentation hyper agréables aussi. Tu explores aussi le dessin sous d'autres formes. Vous montez avec Ophélie Bernot et Quentin Duquit une plateforme qui s'appelle Carroy ou Carroy. Carroy, ouais. On l'a toujours appelé Carroy, mais je ne suis pas sûr que c'est ça la prononciation officielle. Où vous tentez de découvrir et de faire découvrir des mots qui existent dans le dictionnaire, mais dont on n'a jamais entendu la tonalité. Donc on va découvrir ce que c'est que la boulie, par exemple, ce que c'est qu'une baudroie. Alors baudroie, un peu plus connu, ouais. On sait davantage. Là, ça te permet aussi de dessiner beaucoup. Ouais, en fait, clairement, à cette époque-là, je cherchais des moyens pour pas m'arrêter. J'avais un peu envie de me professionnaliser, mais j'avais aussi juste envie de dessiner. Et puis tous les moyens, tous les prétextes étaient bons, et je m'arrangeais avec des copains comme ça pour trouver plein de moyens pour dessiner. Donc là, je sais plus si c'était un par jour ou 3 ou 4 par semaine. Qu'on en faisait, mais en gros on les faisait chacun notre tour, on les répartissait comme ça, et il y avait ce bouton assez marrant sur le Wikipédia qui permet de trouver un article au pif, et donc on cherchait comme ça jusqu'à ce qu'on trouve un mot marrant. Ce qui est con, c'est que la plupart je me rappelle plus ce que ça veut dire, donc Lucifuge par exemple. Lucifuge, ouais. Tiens, je me rappelle plus. Un panthérin. Eh ben, je pourrais pas t'expliquer. Ouais. Le blog doit peut-être toujours exister, mais oui, le mot lui existe toujours. Je pense. C'est un Tumblr, je crois. Oui, c'était un Tumblr. Ouais. Bon, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu peut-être un blog, puis un Tumblr, et puis un site. On va passer maintenant au moment de la dégustation pour cet antipasti, c'est-à-dire tes livres, le travail que tu mènes depuis quelques années maintenant d'œuvres éditées. Une vie de famille agréable, ce sont des strips que tu crées pour Arbitraire dans la revue et qui vont être compilés sous cette forme-là. Une centaine de strips, peut-être 100 même, non ? Ouais, je crois que c'était à peu près ça, ouais. Qui a été réédité il n'y a pas si longtemps avec un petit supplément d'autres strips en plus. On y découvre... j'ai mis ça parce que ça fait partie des références Tintin qu'on aime bien. Ouais. Comment on appelle cette partie-là du livre ? Page de garde. La page de garde, tout à fait. Et puis là, on a des strips d'humour en 6 cases, et on en a une centaine. Que tu fais sur combien d'années, du coup ? Eh ben... Je dirais qu'en gros un premier tiers a été fait pendant peut-être deux ans dans les pages de la revue Arbitraire, et après a été passé avec Le Requin Marteau la commande du coup d'un livre, et du coup j'ai dû faire peut-être
les deux autres tiers, 70 strips, je dis ça, ça a 15 ans aussi, quasiment 10 ans, plus de 10 ans je crois. Donc je me rappelle pas très bien, mais 2014. 2014. Ah ouais, 10 ans. L'édition du ouais, livre. l'édition, donc les premiers strips sont plus vieux, ouais. Et du coup, je dirais qu'après, ça a été quelques mois, peut-être 6 mois, où j'ai pas mal enchaîné. C'était mes débuts à Paris. C'est 6 mois à ne faire que ça, du coup? Ouais, à cette époque-là, je faisais vraiment de la BD. Ouais, donc j'avais un atelier. À l'époque, c'était à Montreuil, si je me trompe pas. Et là, je faisais vraiment que ça, quoi. C'était vraiment mon métier de faire de la bande dessinée. Voilà la deuxième édition avec 8 nouveaux strips, avec celui-ci qui n'était pas dans le premier, qui est assez incroyable. Je vous laisse le temps de le lire. Très méta comme expérience. Je me suis demandé en fait à relire le livre là, si en le faisant, tu avais observé comme une petite mécanique humoristique, si tu avais des trucs, si tu avais des astuces, s'il y avait des tics qui t'encombraient, des choses qui t'énervaient, tu dis « Ah non, je vais quand même pas encore faire ce truc ». Le truc méta, c'est un peu, à chaque fois que je le fais, je me dis « Bon, c'est un peu facile, la blague de la BD sur la BD ». En général, je m'en veux un peu, mais je me dis si je le dissémine dans le bouquin, les gens vont pas s'en rendre compte. Moi, ça fait partie de mes préférés. Ah, c'est vrai, écoute, ouais. très bien. Ouais. Mais c'est ça qui est marrant et un peu le côté facile de faire plein de strips. C'est que les gens ils trouvent leur bonheur s'il y en a un ou deux qui leur plaît. Et les gens ont des préférences, mais très différentes. Quoi. Alors, donc, tu as noté justement faire des profils psychologiques, clairement. Le psychopathe aime beaucoup les méta. Non, j'ai pas eu le temps de faire Non, t'aimes pas trop analyser ton travail a posteriori, toi, je crois. Non, pas trop, non. Ouais, non, j'y passe pas trop de temps. J'aurais peut-être dû, ça m'aurait permis de faire un peu plus de BD, par exemple, d'analyser un peu plus les recettes et comment on en fait, mais c'était toujours un peu flou pour moi et du coup. Bon, ce qui est quand même notable dans ce livre, c'est ta faculté à créer de nouveaux personnages pour chaque histoire, créer une situation initiale et un développement qui va être bien différent. Ça, je trouve que c'est assez étonnant et je suis très surpris en fait que tu dises que tu as ensuite enchaîné toute une séquence de travail en les abattant les unes après les autres. Parce qu'il y a quand même une grosse variété qui implique parfois je pense une vraie remise en question sur comment est-ce que je dessine, comment est-ce que je raconte. Est-ce que tu as appris une certaine mécanique qui veut qu'à tel endroit, il y a un événement qui va déclencher l'histoire? Est-ce que tu as une manière de construire? Est-ce que tu as appris ça? En fait, je pense qu'au contraire, le fait d'en faire plein, c'était plus facile. C'est vachement plus facile de faire... c'est très con ce que je veux dire. Ça a été plus facile de faire 100 strips à l'époque que de faire un strip maintenant presque. Une fois que j'étais lancé, je veux dire, c'était vachement plus facile. La façon dont je l'ai fait, c'est que j'ai mes carnets de recherche où je balance plein de mini-bouteilles à la mer, comme ça, des débuts de strip, des débuts de discussions, de gags, et je les abandonne très vite. Je les fais pas les uns après les autres, j'en commence beaucoup. Et je tourne les pages, j'en fais d'autres, et après je reviens, et c'est à ce moment-là que je trouve en gros la suite illogique de celui que j'ai commencé une semaine avant. Et en fait, plus j'en balance comme ça des petites bouteilles un peu dans la mer de mon imagination, et ben plus j'en récupère et plus j'arrive à finir les strips. Donc à cette époque-là, j'étais vraiment dans un rythme et ça me paraissait assez facile de faire la BD à ce moment-là. Tu vas réaliser quand même avec ce livre un tour de force, c'est-à-dire faire un livre dont tu finalement effaces toutes les blagues, tu les réécris, donc c'est censé ne pas être drôle, et du coup je ne sais pas si le livre est vraiment réussi parce qu'il est quand même assez drôle, ce livre. Et c'est peut-être cette tonalité partie. Alors là vous voyez une des pages de la version avec les blagues.
Et ensuite, là, tu as changé du coup le texte manuscrit par une police de caractère mécanique, et tu réécris l'histoire, tu réinventes. Alors, ce qui est très étonnant, c'est le paradoxe qu'il peut y avoir entre le dessin grotesque et puis ce ton très plat du texte. Vous l'avez vu tout à l'heure, celle-ci. Prenez le temps de la lire, elle est assez courte. Ah, ouais, ça, c'était à l'époque du festival Fanzine, justement, dont je faisais partie de l'organisation. Et le festival arrivait à grands pas et il me restait une semaine pour faire un fanzine et je n'avais pas le temps d'en dessiner un. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, pourquoi pas réutiliser les mêmes dessins juste en changeant les dialogues. Mais je ne savais pas trop où j'allais. Finalement, c'était juste une blague. C'est une vraie expérience de lecture. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose. Le livre d'après, tu prends beaucoup plus de liberté dans le découpage. Pour le coup, on était sur un gaufrier de 6 cases dans Une vie de famille formidable. Et pour Un vrai guerrier ne meurt jamais, même si ça signifie la mort, chaque page a une structure très, très particulière qui doit peut-être même conditionner ton travail d'écriture, non ? Ouais, je pense que je faisais un peu les deux en même temps. Des fois, je trouvais des astuces graphiques qui me faisaient penser un peu à des blagues. Avec le recul, je me disais, j'en ai fait un peu trop avec ce bouquin. Des fois, c'est illisible et on perd un peu le. J'ai l'impression que dans l'humour, quand même, il faut pas que ça traîne. Et bon, je pense que j'avais envie de montrer des choses et surtout, ouais, clairement, j'en avais un peu marre du gaufrier. Surtout, ça faisait sans. Ouais, à le revoir, je vois vraiment un exercice sur la structure de la page, quoi. Et comment est-ce qu'on déconstruit et comment est-ce qu'on raconte différemment. À l'image de cette page, La Fortune Cookie, qui est pareil que certains de tes strips. On ne sait pas si on doit rire ou il y a vraiment un truc un peu, il y a un malaise, quoi. Il y a cette page magnifique. Bah ouais, ça c'est la petite blague méta que tu as dû aimer. On passe au livre d'après qui en fait au départ n'est pas un livre. Ouais. Ce sont des publications. Bah comme en fait tous mes livres. Oui, ce sont toujours des compendiums, des compilations d'histoires courtes. L'équipe de Professeur Cyclope, lançant sa revue en ligne, coproduite par Arte et Silly Comics, appelle un certain nombre d'auteurs, dont tu fais partie, et à revoir les différents numéros de Professeur Cyclope. Tu es du premier numéro au dernier. Et tu vas faire pour Professeur Cyclope 9 récits qui vont être par la suite compilés dans un livre chez les Requins Marteaux, mais qui au départ prend la forme en fait d'une lecture sur tablette. Et donc j'imagine que ton écriture a changé. Puisque là, on joue avec l'écran, on joue avec le changement d'une case à l'autre, sur des couleurs qui n'existent pas quand on les imprime, les couleurs de la gamme RVB, sur un traitement aussi très précis, puisque à l'époque, Professeur Cyclope avait demandé à ses auteurs des images de très très haute définition, parce qu'on lisait sur les écrans Retina, et du coup, il fallait vraiment qu'on soit plus précis même dans les pages que pour des objets imprimés. Bah ouais, c'était un exercice intéressant, pas facile au début, parce que je savais faire que des histoires courtes. Et là, c'est 36 images. C'est 36 images. Alors pour certains, ça doit paraître être une histoire très courte aussi, mais pour moi, ça demandait d'étirer les ressorts scénaristiques sur la longueur. Et c'était vraiment un exercice pas facile. C'était un petit challenge que j'ai trouvé amusant à faire, mais ça me demandait des efforts intellectuels inouïs. J'ai eu Hervé Tancrel hier au téléphone en lui demandant s'il avait un souvenir en fait de toi quand vous êtes eu au téléphone. Il me disait que tu avais appréhendé vraiment l'exercice, que c'était pas les doigts dans le nez dès le départ.
Ben ouais, non, parce que surtout que ce sont des grandes cases, donc je pouvais pas m'empêcher Il faut des détails, quoi. De les remplir. Ouais, c'est pas forcément un bon exemple, mais il y a des fois où il y a beaucoup de phylactères, donc c'est presque une planche de bande dessinée des fois sur une case, et du coup ça me demandait ouais, de vraiment d'étirer sur la longueur. Et donc ça a changé un peu mes habitudes et mes ressorts scénaristiques, et ces trucs très hachés que j'avais dans mes strips auparavant. Là du coup il fallait inventer des histoires, et au final je crois que je faisais un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que j'avais un vague début de strip, et donc pareil, je l'étire, je le fais basculer, puis au bout d'un moment, à la fin en général, on fait une petite référence, une petite culbute pour revenir au début. Et je sais pas si les gens s'en sont rendus compte, mais avec le recul, j'ai l'impression que je faisais un peu toujours le même ressort scénaristique. Alors c'est tellement différent dans ce que tu racontes à chaque fois, et puis graphiquement il y a des tentatives à chaque fois différentes. Vous allez voir, hein, de toute façon, vous allez voir une partie des récits publiés dans Professeur Cyclope. Tu trouves quand même des trucs et des astuces pour à un moment ne plus t'emmerder à dessiner la jungle. Ouais. Il fallait passer à autre chose. Ils me payaient pas assez cher pour que je leur dessine 3 pages de jungle non plus, quoi. C'est pas vrai, c'était très bien payé. Vous voyez que du coup l'esthétique ici est encore un peu différente, et puis il y a un vrai jeu sur le case à case, c'est-à-dire que sur la tablette on clique, et du coup il y a comme une espèce d'animation du pauvre là qui fait bouger les personnages et les décors. Alors moi j'aime beaucoup celle-ci. Parce qu'elle est vraiment étrange. Tu cultives une certaine laideur dans les couleurs, les traits de caractère des personnages. C'est assez inédit, je trouve, en matière de bande dessinée. Là, on est quasiment même dans des celluloïdes de dessin animé, là, avec un traitement vraiment très spécial. Je faisais un peu n'importe quoi avec Photoshop, et ça faisait je sais pas. En fait, j'ai toujours la même manie que depuis Émile Cohl, c'est-à-dire qu'il fallait que à chaque BD chaque histoire soit un peu différente graphiquement, et du coup c'était à l'époque où je faisais des tests sous Photoshop, et moi, j'aime beaucoup ce passage où justement on voit, là il y a un personnage qui raconte son histoire, comment il a été élevé par des loups, il raconte tout ça à la femme de l'empereur, hein, l'impératrice. À l'impératrice, ouais. Et du coup l'impératrice lui dit ouais mais c'est quand même vachement mal dessiné cette histoire. Moi je l'aurais plutôt dessiné comme ça. Et donc il y a encore des trucs qui te permettent de dessiner autrement. Et là, la petite phrase qui dit « Super, on dirait des rats ». Effectivement, c'était des labradors ou des loups, et tu essayes de bien les dessiner, mais ils sont mal dessinés. Alors là, c'est vraiment un plaisir de dessinateur assez pervers, je trouve. Ouais. Ben ouais, c'est un peu. J'arrive pas à m'empêcher de montrer à la fois que je sais bien faire, mais à la fois que je sais aussi mal faire si j'ai envie de... Bon, il y a une série d'épreuves très drôles dans ce récit. Là, d'abord, première épreuve, manger une asperge. Deuxième, faire un combat d'ombre chinoise contre le plus grand guerrier du palais. Faire un duel de peinture abstraite contre le plus grand peintre du palais. Qui dit mince, d'habitude j'arrive mieux. Ce que j'aime beaucoup, moi, en fait, dans ces récits de Professeur Cyclope, c'est que les personnages sont tellement incarnés qu'on entend leur voix. On entend la tessiture de leur voix, c'est assez... et celle-ci, par exemple, je la trouve super, avec juste cette petite lumière qui vient raser derrière. Encore une fois, je montre que je sais faire, mais en même temps, c'est très laid, et je m'applique... Bravo. Envie de plaire sans séduire, ou un truc comme ça, je sais pas. Pourquoi le poisson ? Pourquoi le poisson ? Alors là, pour le coup, c'est une histoire qui a été entièrement dessinée à la mine de plomb ou au critérium, et puis rehaussée de couleurs très criardes dans Photoshop. Alors quand tu disais tout à l'heure que tu pensais avoir justement un peu abusé d'une certaine mécanique sur ces strips,
Moi, dans celle-ci, par exemple, je vois pas du tout le rapport avec les autres, tu vois. Dans les ressorts scénaristiques, tu veux dire? Ah, ouais. Et puis même le ton, en fait. Ouais, peut-être. Il y a quelque chose de complètement tragique, dépressif dans ce récit qu'on n'a pas dans les autres. Bah, cette BD, j'ai dessiné à la main. Ça, c'est les petits coups de pouce du destin, parce que ma tablette graphique venait de rendre l'âme et moi, il fallait que je rende mes planches. Et du coup, j'avais pas le temps de m'en racheter une. Donc, j'ai fait cette planche à la main. Et c'était peut-être du coup un moment tragique pour moi de perdre ma tablette graphique. Et ça a peut-être impacté l'ambiance générale du scénario. La table, ouais. Puis surtout, je suis parti d'un fait divers de mon enfance. Un fait divers tragique. Je disais que j'ai eu une enfance heureuse, en fait c'est pas tout à fait vrai, quoi. Parce qu'à un moment j'ai quand même dû manger du poisson pané, un poisson pané entier, je sais pas si vous vous rendez compte. Ma mère me faisait manger des poissons panés, enfin ma mère, mon père aussi. Bon bah là on découvre effectivement le trauma de cette époque. Heureusement que Grégorio va trouver Pluto qui va l'emmener par-delà son propre univers là, pour tourner un clip hardcore de rap pornographique, je crois. Ouais, je sais pas d'où ça sort. Ouais. Il y a une belle rencontre là avec tout un tas de personnages. Visivir 3, que tu connais sous le nom de Pluto. Fédor, l'art dramatique, qui est un personnage qui revient souvent dans ces histoires. Armand, l'ancien ministre des Affaires étrangères, là prostré dans le fond de l'image. Laurent Berthier et Joséphine Laplanche. Mais il y a aussi Jason, le rat sans tête. Tous ces personnages vont vivre des aventures très brutales, très violentes, dans une cité très sombre, très poisseuse. Et puis maman veut se venger aussi. Avec cette très belle image. Donc tu as quand même retrouvé ta palette graphique en cours de route, ouais. Pour faire les couleurs quand même. Je n'ai pas à faire de l'aquarelle non plus. Enfin. Un drame scientifique. C'était ma première histoire. C'était la toute première, tout à fait. Non, c'était Le Chapeau. Oui, tu as raison. J'arrive pas à la voir. Désolé. Ouais. Alors là, on voit un de tes premiers essais, du coup, de ce qu'on appelle, il y a un terme pour ça, qu'on passe de case à case comme ça, sans bouger une partie de l'image et on bouge tout le reste. Ça s'appelle la flemme, non ? Ça s'appelle la flemme, voilà. On copie-colle le décor et on ne change que certains personnages. Et dans ce récit, il y a cette fameuse histoire, je vous laisse lire. Ne jamais connecter 2 chiens en réseau, c'est beaucoup trop mignon d'un coup. Une belle leçon. Le western. Donc vous voyez, en fait, il y a quand même des esthétiques à chaque fois différentes. Je pense que tu avais peur aussi de tourner en rond et tu trouvais des subterfuges graphiques aussi. Ouais, bah, c'est clairement une peur, une volonté de ne pas m'ennuyer. Et j'ai besoin un peu de m'amuser, de me faire plaisir et de me surprendre un peu tout seul, quoi. Du coup, c'est un peu plus fort que moi, mais je me sens obligé d'essayer de trouver un truc différent à chaque fois. C'est quand même une parution très régulière en plus. Hein. Tu as fait un récit à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Ouais, peut-être 2-3 mois, je dirais. Avec quand même 36 images qui, comme tu le disais tout à l'heure, impliquent qu'on aille jusqu'au détail, hein, parce que l'image se lisait sur de grandes tablettes. Ça change quand même ta pratique, ça. Ouais, je pense que ça a été aussi un moment ou un endroit où j'ai pu du coup expérimenter plein de trucs. La couleur, entre autres. Ouais, grave. Ouais, la couleur en BD, j'en avais peu fait. Et du coup, ça a été. Je les remercie. Il y a quelques-uns de l'équipe, peut-être, qui sont dans le coin. En tout cas, je sais qu'ils étaient basés. Non, peut-être pas. Et c'était vraiment hyper chouette d'avoir la chance de faire ça régulièrement et surtout avec la latitude que j'avais, parce qu'ils étaient quand même. Hervé me disait, tu étais toujours hyper carré, hyper à l'heure par rapport à d'autres. C'est vrai ? Oui, figure-toi. Waouh, ça je prends. Le Grand Soir, une superbe histoire de football, où le stade Joséphine Ange Gardien
voit s'opposer Encore le un. Sporting Football Club à l'association sportive de l'Olympique de football. Avec, vous le voyez, là, des caractères bien différents. Là. Le quatrième sur la ligne a une tête de vapeur. Ouais. Bah ouais, je trouvais des trucs de scénario pour même pouvoir dessiner plein de personnages. Un match de foot, c'est pas mal. Ça fait 22 personnages principaux, c'est quand même 24 même avec les coachs. On sent quand même un malin plaisir là, à trouver des formes de visage, des formes de corps, des fringues, à l'image de ce très grand manteau d'entraîneur, de coach. Et puis tu vas participer aussi au dernier numéro de la revue. Et là, c'est du coup une version qui n'a pas été éditée dans le bouquin des requins-marteaux, puisque tu utilises le GIF animé. Ouais. Tu peux nous raconter peut-être l'histoire là de la guerre des étoiles de mer? C'est la guerre des étoiles de mer. Ben, c'est l'histoire de ce personnage-là. Ryan Gosling, un truc comme ça. quelque chose comme ça. Ouais. Et, qui joue dans un film qui se tourne en Bretagne, et puis d'un coup, quand il parle, ben, ça commence à clignoter. Alors c'est un peu gênant quand on est acteur professionnel dans une bande dessinée. Et du coup, il va essayer de découvrir pourquoi ces bulles, ces phylactères clignotent. Donc il va voir des médecins émérites. Médecins un peu scrupuleux qui prennent Ouais. 2 patients pour le prix d'un, Ouais. et puis qui laissent sur le banc quelqu'un qui est atteint d'amnésie. Bah ouais, c'est-à-dire que dans Professeur Cyclope, il y avait plein de gens qui s'amusaient avec le dessin animé, avec les gifs et tout ça. Et en fait, moi je sais pas trop faire du dessin animé, et c'était un peu tentant. Du coup, j'avais trouvé ce truc qui m'a tenu un scénario entier. Ouais. Ouais. Donc l'ensemble de ces récits, à part la guerre des étoiles de mer, fait l'objet de cette édition Histoire Croûte des requins-marteaux, qui est aussi un livre qui a été réédité récemment. Tu es habitué à ça, du coup, chez les requins-marteaux, aux rééditions? Ben, il a été réédité plusieurs fois. Il a été réédité par les requins-marteaux, donc il a été réédité aussi par RVB, et la collection RVB, qui est un éditeur suisse, genevois, qui se spécialisé dans la bande dessinée uniquement de la bande dessinée numérique. Donc ils ont réédité du coup les 8 plus 9 plus la dernière histoire en version numérique, puis cette BD donc a été rééditée par les requins-marteaux il n'y a pas longtemps. Bon, donc vous l'avez compris, hein, celui-ci c'est le seul qui vous permettra de lire la guerre des étoiles de mer. Très régulièrement, parce que tu fais beaucoup de festivals liés à la micro-édition, à la bande dessinée, tu édites ces petits fascicules qui s'appellent Il était une fois. Ici, c'est Il était une fois l'hippisme, suivi de Le Secret. Ça, tu le fais assez régulièrement? J'aimerais que ce soit régulier, mais malheureusement, c'est pas autant que je le souhaite. Mais ouais, c'est un truc que j'avais commencé il y a quasiment 10 ans en me disant que ouais, au bout de 5 ans j'en aurais 50. Bon, pour l'instant j'en ai 5, ce qui est déjà pas mal. Il a été question quand même d'une édition de l'ensemble. Ouais, c'est toujours mon objectif principal dans ma vie, en tout cas d'auteur de BD, de faire un recueil de ces petites histoires. J'espère en avoir un nouveau pour le festival Fumiti. Voilà, ça y est, je l'ai dit, maintenant j'ai été obligé de le faire. Oh, le piège tendu. Et du coup, il me reste 15 jours, donc je vais peut-être y aller. C'est des petits fanzines d'une petite dizaine de pages avec un gaufrier identique de 4 cases. Ceux-là ne sont plus du tout dans le circuit en fait. Non, bah, c'était des petites éditions. J'en tirais quelques dizaines, et puis une fois que c'est épuisé, j'essaie d'en refaire un autre plutôt que de les réimprimer. Ils sont présents, j'ai vu en bas, ouais. dans l'exposition d'Antoine. Et à la fin de ces histoires qui sont dans un format assez long, hein, finalement, par rapport à tes strips de Une vie de famille. Bah, c'était donc un format un peu entre les histoires de Professeur Cyclope et les strips
Et à la fin, il y a toujours une petite il y a histoire toujours une un petite peu hors histoire format. hors format, exactement. Ouais. Avec cette histoire de croûte de vin superbe. Ouais. Ouais. Avec le recul, je me dis, enfin non, c'est toujours. Là, j'essaye de finir ce projet, mais en fait, je crois que ce que je préfère faire, c'est quand même des histoires très courtes. Donc là, je continue à ramer pour essayer de faire des misérables histoires en 8 pages qui me paraissent éternellement longues. Mais bon, je continue à ramer pour essayer de finir ce livre. Ouais. Là, tu arrives quand même à combler des vides en faisant 2 pages d'un homme qui marche dans un couloir. Ah, celui-là, c'était un peu de la triche, j'avoue. Mais je crois que c'était le premier de la série, si je ne me trompe pas. Je sais plus. Je crois. C'est le premier de la série et c'est pour ça que j'ai continué ce format, mais Alors, ce qui est en vrai, rien ne m'empêche de continuer. Là, c'est quand même un personnage qui marche dans un couloir, mais à chaque case, il vieillit un tout petit peu. C'est hyper subtil, du coup. On ne le voit pas comme ça à première vue. On finit par le voir quand on comprend que ce personnage va dans sa propre chambre pour y mourir. Point. Ça, c'est le dernier en date, le Divorcing. Ouais. Une superbe histoire d'amour. Un couple qui s'aime, qui pense l'un à l'autre. Le poisson vient un peu quand même... Il y a un truc avec ouais. avec les Et moi j'aime beaucoup ça parce qu'effectivement il y a quelque chose qui coince dans la botte. Et qu'est-ce qui coince dans la botte ? C'est ce personnage. Hyper bien le Divorcing. Alors ça, vraiment, c'est une publication très à part dans ton parcours. Ça s'appelle Plastic Rap. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Vous allez voir, c'est très spécial. Si, ben... Ouais. Portrait de mon père. C'est des trucs... j'ai depuis Emile Cole toujours kiffé dessiner et m'amuser sur Photoshop et avec ma tablette graphique. Mais à des moments, j'avais envie de tester un peu des trucs un peu plus bizarroïdes. Et là, je m'amusais à jouer avec les filtres de Photoshop. Et c'était déjà un peu des trucs, un peu d'intelligence artificielle bizarre que Photoshop a mis en place. Et là, en l'occurrence, c'est un filtre de Photoshop qui s'appelle Plastic Wrap, j'ai une vieille version l'emballage plastique. Emballage plastique, qui permet d'ajouter un effet emballage plastique. Je ne comprends pas à quoi ça sert, à qui ça sert. Il y a forcément des gens à qui ça sert, sinon ils n'auraient pas mis des développeurs sur le coup. Mais moi, je trouvais ça assez... Du coup, ça donne un petit filtre réaliste sur des images qui ne le sont pas. C'est un truc un peu régulier dans mes dessins de passer du plan réaliste au plan un peu plus abstrait et plus graphique. Les ombres, les lumières, les matières, oui, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Et ça m'amusait bien. Donc je faisais aussi d'utiliser des bouts de photos et des trucs comme ça. Tu t'intéresses du coup un petit peu aux intelligences artificielles génératives ou pas du tout ? De loin, j'ai dans mon atelier un très bon copain qui est à fond là-dessus, donc de manière indirecte je suis ça. Je sais pas trop quoi en penser. Il y a des fois, on s'est beaucoup amusé avec ça. Il y a sur certains trucs, je m'étais dit que ça pourrait être un bon moyen pour faire une BD en 2 semaines parce qu'il peut en sortir des trucs assez hilarant, mais évidemment ça pose des problèmes d'éthique que j'ai pas résolus et que je ne résoudra pas ce soir malheureusement parce que on n'a pas le temps. La Bilbe, ouais. Une réécriture de la Bible avec quand même celle-ci qui est très belle, Caïn et Abel et Philippe et Franck. Il faut avoir la réforme. Une voiture avec le moteur en feu là. En fait, ça c'est deux projets de BD. À un moment, j'ai eu envie, je sais pas pourquoi, d'adapter, de faire une sorte de parodie de la Bible.
Mais je me suis clairement dit qu'au bout d'un moment que c'était quand même un peu déjà vu et pas une si bonne idée. Du coup, j'ai mélangé ça avec un autre... c'est une petite série à l'époque de quelques dessins que j'avais avec ces 3 personnages qui se couraient après, un peu en mode cartoon, un peu comme comment ça s'appelle, Bip Bip et Coyote ou Titi et Gros Minet, ces personnages qui se font la chasse comme ça sans qu'on sache vraiment trop pourquoi à la base. Enfin, si, c'est une histoire de prédateur et de prédaté et de proie. Et donc j'ai mélangé ces deux projets dans la Bible. On peut la voir, je crois. Ouais, aussi, oui, dans l'exposition. les fanzines montrées ici, a priori, sont visibles. Le Monde, qui est un travail au départ de commande de la revue Le Monde, le vrai, lemonde.fr. Comment est-ce qu'ils viennent te chercher, ceux-là ? Eh ben, j'étais dans un atelier à Paris avec une autrice qui s'appelle Lisa Mandel, que vous connaissez peut-être probablement, qui bossait pour eux et qui a fait passer mon CV au monsieur Frédéric Potet, qui s'occupait de la bande dessinée, qui s'occupe peut-être toujours de la bande dessinée dans le journal Le Monde. Donc c'était clairement du copinage. C'est Magouille et compagnie, la BD, comme tu imagines. Donc j'ai réussi à trouver une petite pige pour le Monde. Une pige qui dure 3 ans ? Qui en fait, c'était censé durer, je sais plus, 6 mois. Et puis en fait, ma pige a été prolongée pendant... ça a duré 3 ans, j'avais fait une petite pause de quelques mois, je crois. Et donc ça a duré quasi 2 mois et demi, je crois. 2 ans et demi. Ce sont des strips qui se déroulent façon papyrus sur Internet, qui sont ici remontés dans un livre publié par Arbitraire. Par tes soins, j'imagine que c'est toi qui as refait la composition. Si j'avais su qu'on en ferait un livre, je les aurais peut-être pas fait comme ça, mais à la base, c'était juste censé être visible sur Internet, et du coup, il y avait ce format scroll infini où on peut ne pas s'arrêter, et du coup, ils ont tous un format différent, et du coup, impossible à mettre, hyper chiant à mettre en page. Là, en fait, il y a des articles et toi tu redessines dessus. Ouais, c'était le truc que j'ai trouvé pour pas partir de rien. Il m'avait demandé de parler d'actualité et pour pas être un peu lâché dans la fosse au lion comme ça, je m'étais dit que j'allais essayer de piquer des photos, des articles pour m'inspirer, avoir des bases, des points de départ. Et du coup, à chaque fois, il fallait que je trouve un article, un sujet, et que je trouve une photo. Ça réduisait aussi un peu le champ des possibles, et ça me faisait des petits ressorts humoristiques. Bon, puis là, il y a en plus du photomontage, tu t'amuses vraiment avec Photoshop, là, pour le coup. Ben ouais, grave, ouais. Ça fait partie de mes petits kiffs, toujours. Tu vas même te représenter dans le Monde, là. Bah, du coup, ouais, parce que du coup, il y avait aucun stream qui avait la même taille que son voisin. Du coup, ça a laissé énormément de zones blanches dans le livre. Or, ça devait ressembler. L'idée, c'est que ça ressemble un peu à un journal, et il n'y a pas de zone blanche dans un journal. Tout est rempli, et du coup, il fallait tout remplir. Du coup, ça a été assez amusant de remplir les pages, des fausses pubs, les trucs comme ça. Et puis il fallait aussi, il y avait tout un taf de remettre un peu les articles au goût du jour, de réexpliquer un peu, de remettre dans le contexte, même s'il y a des trucs clairement. L'article faisait souvent référence à un autre truc qui se passait au même moment, et c'est clairement un livre qui va pas très bien vieillir, je pense, et d'ailleurs on l'a pas réédité parce qu'au bout d'un moment... c'est vrai qu'à le relire, on perd très souvent le contexte. Il y a des gens qui n'existent plus, la politique... Heureusement, il y a des personnages qui restent... on dirait qu'ils vont rester toute notre vie. La très belle 4e de couverture avec ce petit souci du détail, la petite étiquette là, avec le code barre. Le manuel de bande que tu vas réaliser pour l'exposition que te consacrera le Festival de la bande dessinée d'Angoulême, où tu nous expliques comment est-ce qu'on doit lire une bande dessinée au cas où on ne sait pas le faire. Ben oui, parce qu'en fait on n'a pas trop l'occasion d'apprendre. Là c'est vrai que c'est un manuel assez... on comprend mieux. Bah ouais, c'était sous les conseils d'un bon ami qui s'appelle Saint-Mistin, qui fait
Super Leaf qui m'avait dit mais tu devrais utiliser le budget du festival d'Angoulême pour tirer un fanzine. Et oui, il est un peu plus malin que moi, j'y avais pas pensé. Du coup, j'ai fait ce manuel explicatif pour apprendre. Tu nous expliques tout, hein. Comment j'ai mis tous les secrets. Il y a peut-être des auteurs qui ont dû m'en vouloir parce que je balance des trucs. Les traits parallèles pour cacher le cheval, c'est vrai que c'est... Ça, les gens s'en doutent pas. Une petite publication chez Fidèle, pour dire que tu travailles vraiment avec des éditeurs très, très différents. C'est un objet entièrement imprimé en risographie dans une enveloppe. Ça, c'est intéressant, c'est une partie d'Antoine que vous verrez rarement. Ce sont les études préliminaires, les esquisses, les ébauches de son travail. Ça ressemble quand même à des petits dessins gribouillés sur un post-it ou un petit morceau de PQ, ça. Clairement, ouais. Vous pourrez un peu en voir un peu. Il y en a quelques-uns, en bas. On en a mis un peu dans l'exposition, mais ouais, mes carnets ressemblent à peu près à ça. Une des grandes difficultés dans ma vie d'artiste, c'est d'arriver à me relire 3 semaines plus tard. Moi, j'ai pas réussi à décrypter tout. Tu rates pas grand-chose. Ça veut dire que tu dessines directement, en fait. Oui, après coup, ça. Ouais, dans mes carnets, c'est souvent, il y a vraiment que le dialogue qui apparaît. Je racontais tout à l'heure que j'étais un peu flemmard et ça fait partie des trucs que j'ai mis en place pour éliminer toutes les étapes intermédiaires classiques de quand on fait de la vraie BD, des storyboards, des recherches de personnages et tout ça. Du coup, je dessine directement à l'ordinateur. Juste avec le texte sous les yeux, quoi, et je pars directement. C'est l'avantage et un peu l'inconvénient de Photoshop, c'est que je peux revenir en arrière autant que je veux, ce qui est un peu une malédiction aussi. Mais maintenant qu'on a parlé de tous tes livres publiés, on va pouvoir parler de tout ce que tu fais en périphérie. On va passer assez vite sur un certain nombre d'images. On en parlait tout à l'heure, tu as fait partie du groupe Régal. Tu étais batteur du coup dans ce groupe. Ouais. Tu assurais le remplacement d'un batteur ou tu es vraiment batteur de formation? C'était un copain batteur qui en avait marre de faire de la batterie, qui voulait faire de la guitare qui a monté un nouveau groupe où il voulait plus faire de la batterie et donc plutôt que de trouver un copain qui sache faire de la batterie, il a plutôt trouvé un copain qui existait déjà et il m'a appris à faire de la batterie, quoi. Ça a été assez sommaire, hein, mais on a quand même fait quelques tournées rigolotes un peu partout. Et donc tu assurais aussi toute la communication visuelle autour de ça? Et ouais, du coup, par la force des choses, j'étais le préposé au visuel, ce qui m'allait très bien, c'était hyper amusant. Tu retrouvais finalement la logique qui t'animait quand tu faisais ces affiches pour le Ground Zero? Ouais, voilà, tout à fait. Il y a eu quelques années d'écart, hein, mais c'était dans la continuité, ouais. Et ça m'a amené du coup à faire des pochettes aussi pour d'autres copains rencontrés, des collègues rencontrés dans les tournées, les concerts et tout ça. Du coup, j'ai pu travailler dans les visuels de pochettes de disques et des trucs comme ça, qui sont aussi des endroits où on peut aussi s'amuser et un petit champ d'expérimentation assez amusant, même si les musiciens peuvent avoir des idées des fois très précises, mais avec des grandes difficultés à les mettre en mots, et qui peut amener à des incompréhensions parfois. Mais... Tu disais que comme c'était important pour toi en fait ce travail autour de la musique, le travail visuel autour de la musique, que c'était finalement tout aussi important que l'illustration, la bande dessinée. On voit effectivement que tu explores aussi là plein de chemins possibles. Avec le dessin traditionnel ici, je pense, mis en couleur via Photoshop, beaucoup d'expérimentation directement dans Photoshop. On sent que c'est vraiment le moment de récré, quoi. Ouais, clairement, ouais. Justement, là, des fois, les copains avaient du mal à me suivre, cette pochette d'hamburger saignant, là, qui est une compile faite par un copain
de La Rochelle. Je pense que j'ai dû la refaire 10 fois avant alors qu'il soit satisfait. Parce qu'il trouvait ça au final trop bizarre. Il y a des fois où j'étais un peu le copain qui dessinait et du coup c'était pratique, mais parfois je sais pas, mes élucubrations visuelles des fois faisaient un peu peur aussi aux copains justement, quoi. Il y a une part... Il y a une part qu'on n'a pas abordée dans ton travail et qui là est très lisible et visible, c'est aussi la part de graphisme. Comment dirais-je, l'utilisation de typographie, de la création de logos, c'est quelque chose dont tu te sens proche, les métiers du graphisme pur? Ben, je regarde ça de très loin, mais un peu avec envie, quoi. Je trouve ça assez fascinant et j'ai beaucoup de travail de graphiste que j'aime beaucoup. Je sais pas, Félicité Landrivon par exemple, la Brigade Cynophile. Pour citer une de mes principales influences. Il y en a d'autres que j'oublie là, mais... M&M, Paris peut-être, non? M&M, ouais. Je connais peut-être, mais de nom... Qui mélange vraiment la peinture, le dessin, à un travail plus vectoriel. Peut-être que j'ai vu, mais le nom me dit rien, mais ouais, je suis assez fasciné par la capacité à mettre justement des images en forme avec juste du texte, et c'est des trucs dont j'essaye de m'inspirer quand je travaille, mais que je sais pas très bien faire, hein, parce qu'on n'a pas appris ça et c'est un vrai métier. Mais on sent que dans ton travail, ça vient un petit peu, ça vient de plus en plus, parce que tu réalises aussi bon nombre d'affiches pour les cantines solidaires que vous menez à Uzerche, où vous habitez. On va en parler, on va voir quelques exemples. Bon, ça c'est une série de photographies des 2 premiers montages de l'exposition que vous avez ici. Donc on va passer assez rapidement dessus. On fera le tour après avec Henri de l'exposition. Vous allez voir que je fais les mêmes blagues chaque... Celle-ci, elle y est? L'auteur cherchant désespérément à sortir de l'underground? Tout à fait. Elle y est, ouais. D'accord. Je passe rapidement. Celle-ci n'y est pas. Crotte de pigeon. Bah non, parce qu'il n'y avait heureusement pas de crotte de pigeon dans la salle d'exposition, mais il y en avait une dans la médiathèque à Angoulême. Je sais que cette expo, vous la montez avec Margot Duseigneur, toujours, hein, qui assure avec toi la scénographie. À chaque nouveau montage, vous repensez un petit peu l'exposition en fonction du lieu? Ben oui, forcément, parce que les lieux sont à chaque fois complètement différents. Là, c'était une très grande coursive avec du coup un grand vide au milieu. Là, on est plus sur une pièce un peu plus resserrée. Et du coup, on fait avec le lieu. Vous inventez même des choses spécialement pour le lieu? Et ben ouais, carrément. Vous êtes habitués à travailler ensemble avec Margot Duseigneur. Vous avez monté 6 ou 7 ou 8 expositions, je crois, ensemble. J'ai perdu le fil, peut-être un peu moins, peut-être. Ça fait, on en a fait une par an pendant quelques années, et je dirais au moins 5. Comment est-ce que votre travail s'articule là, l'un et l'autre? Comment est-ce que vous pensez les choses ensemble? Comment est-ce que... C'est-à-dire qu'on travaille dans le même atelier, on est voisins d'atelier, du coup on travaille vraiment nos dessins en parallèle, en copiant un peu les uns sur les autres. On a la chance d'avoir des collègues d'atelier qui sont très sympas et qui nous laissent nous étaler régulièrement dès qu'on fait une expo. Ce qui fait qu'on peut, même si on ne se fait pas forcément énormément de dessins à 4 mains, à proprement parler, c'est beaucoup de jeux de ping-pong visuels où on s'inspire, où on pique des formes les uns aux autres, parce qu'on a quand même deux univers graphiques assez éloignée au final. Elle est plus dans un peu plus plastique et plus abstrait, et moi qui fais un peu un yo-yo un peu entre justement des trucs plus graphiques et des trucs plus figuratifs, et du coup on essaye de faire respirer comme ça nos travaux respectifs.
Du coup, en fait, vous circulez avec ces expositions dans d'autres domaines, dans d'autres champs. Ce sont des centres d'art contemporain. Non, ce sont des ça galeries reste en alternatives. général, ouais, souvent de l'ordre des trucs souvent autogérés. La première qu'on a faite, c'était au festival Indélébile à Toulouse. Et puis après, ça a été beaucoup des petites galeries, des copains. La suivante a été la deuxième qu'on a fait, ou troisième, je sais plus, c'était à Skip à Nantes. Et donc c'est souvent je connaissais Jo de la musique justement, et donc on a été invités à bosser. Après c'était à Paris, c'était au Doc, qui est une galerie aussi autogérée. Bon, donc différents. Toi, Ouais. tu évolues vraiment dans différents domaines, que ça soit la musique, la bande dessinée, le champ des arts l'art contemporain. Ça, c'est un livre que vous avez fait ensemble. A priori autour de l'imperméabilité, non? Ou c'était quoi le concept de ce livre? Le concept, c'était j'ai piqué des images de mon frère qui est laborantin et qui fait des photos de microscope, ouais, et on dirait des espèces de 3D bizarroïdes. Et donc je lui avais piqué, avec son accord évidemment, tout un tas d'images, et on s'en est inspiré pour faire un bouquin d'images, en fait, parce que c'était quand même assez très, très visuel ces dessins. On aurait dit des petits mondes, ça aurait pu être des images de planètes ou des images de satellites. C'était assez rigolo, et donc ça parlait de ces changements d'échelle, et on s'est amusé avec ça. Tout imprimé en riso. Quelques collaborations notables avec le dessinateur Kilofer ici pour l'association. Et puis un très joli travail avec Anouk Ricard, où vous mélangez vos dessins respectifs dans de grandes compositions rendant hommage à Bosch, à Jérôme Bosch. Comment est-ce que vous avez travaillé là? Est-ce que vous êtes envoyé la frise? Oui, c'était un travail par correspondance. Un travail par correspondance, ouais. On remplissait je sais plus, je pense qu'on a fait le décor à la base, et puis après on s'est renvoyé les personnages. Je crois qu'il y avait 2 faces, et du coup il y en avait un qui travaillait sur une face pendant le jardin des délices, et l'autre c'était le panorama de l'enfer. Ouais. Une édition qui est déjà épuisée, je crois. Une petite édition, c'est la collection Panorama initiée par Cyril Pedrosa. Et puis nous voilà arrivés en Corrèze, à Uzerche. Ouais. C'est le Sénéchal, ça? Ouais. Alors là, j'ai mis pas mal d'images. Je vais te laisser commenter les images et nous parler de ce projet que vous avez monté avec des amis praticiens. Et c'est à la fois un lieu de résidence. Ouais, c'est notre lieu de travail, et un lieu où on organise à la fois des événements ponctuels comme les photos que vous voyez là. C'est une photo d'une résidence qui s'appelle l'Oasis, qu'on organise une fois par an au début de l'été, au début du mois de juillet, où on invite une quinzaine d'auteurs et autrices. Il y a des musiciens aussi. Et oui, d'un peu tous les. Enfin, on fait selon la place possible, donc il y a souvent plus de dessinateurs que de musiciens, mais on essaie de trouver des gens qui ont des pratiques assez différentes, et on les invite à venir vivre et travailler ensemble pendant 15 jours dans ce truc un peu immersif, ce grand atelier qu'on a, qui est un atelier qu'on a monté avec des copains, à la fois des copains et qui on a arrivé dans Uzerche, et puis des copains qu'on a rencontrés sur place, dont des artisans, artisanes, un copain archéologue aussi, qui on partage donc ces lieux au quotidien. Et le fait d'être au quotidien là nous a donné envie de faire vivre le lieu aussi au public. Et du coup, il s'y passe des cantines solidaires mensuelles, des concerts, du cinéma. On fait un peu. On n'a pas vraiment de ligne directrice. On prend un peu tout ce qui nous passe dans la limite de nos heures bénévoles disponibles, quoi. Tu signes bon nombre du coup des affiches liées aux événements que vous on est 9 dessinateurs, et au début j'en avais fait pas mal, ouais. Puis après j'ai passé la main parce qu'on est plein à se faire tourner le truc.
c'est dans la continuité de ce que je faisais depuis mes années à Lyon, c'est-à-dire s'amuser à la fois à communiquer et tout en s'amusant et en expérimentant des trucs, mais en restant dans la communication concrète, quoi. Donc c'est toujours un bon exercice appréciable. On voit du coup la part de graphisme qui est de plus en plus importante, je trouve, moi, dans ces affiches. La composition des images intègre de plus en plus le texte, ton texte manuscrit aussi. J'aime assez me frotter à l'exercice. Des fois, je le fais pour des copains aussi qui n'aiment pas du tout faire ça, et qui me filent des peintures, des dessins, et je m'amuse un peu à jouer je joue au graphiste un peu, quoi. C'est le travail de résidence pierre-feuille-ciseaux avec, pareil, beaucoup de contraintes qui permettent de générer des images et des récits en bande dessinée singuliers. Ça, c'est une résidence menée à Minneapolis. Tu es quand même beaucoup dans des propositions collectives. C'est vraiment un de tes... Ouais. Ça, on va dire oui et non, parce que dans la façon de faire, moi, j'aime beaucoup être dans des moments de création collective, même des moments collectifs en général. J'aurais du mal à m'en passer maintenant. Pour ce qui est de la création, moi, j'ai toujours eu quand même du mal à dessiner avec d'autres gens et à plusieurs. C'est un truc que j'ai jamais trop su faire et que je sais toujours pas faire. Mais par contre, je ne saurais pas dessiner tout seul chez moi à ma table à dessin. J'ai besoin qu'il y ait de l'agitation autour de moi et travailler en parallèle d'autres gens, quoi. Tu as travaillé pour le magazine Picsou. Ouais. Donc pour la jeunesse, je crois que tu avais aussi un projet avec l'Artichaut de livres jeunesse pour basculer sur tes projets présents et ceux qui sont à venir. Est-ce que c'est toujours dans les tuyaux cette publication ? C'est toujours dans les tuyaux, malheureusement. Picsou, ça a été une de mes premiers essais pour vers la jeunesse en BD en tout cas, mais c'est un truc dont j'ai pas vraiment encore, j'ai pas trouvé trop mon compte avec ça, et j'en suis sorti un peu frustré. Enfin, je pense que j'ai du mal à trouver un ton qui me satisfasse, et je suis pas sûr que ça plaise aux enfants. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas trouvé le projet encore. Justement. Avec l'Artichaut, c'est prévu depuis de longues dates et on en parle dès qu'on se voit. J'aimerais beaucoup faire un bouquin avec eux. Tu as déjà collaboré avec eux sur le Club Artichaut ? On a beaucoup travaillé ensemble, mais jamais sur un livre à proprement parler. Ce sera peut-être plutôt un livre d'illustration ou une histoire plutôt que de la bande dessinée, parce que ils ont une petite collection là. Ouais, ils m'ont souvent proposé d'en faire. Elles sont super, mais j'ai du mal à écrire de la bande dessinée en me disant que ça va être lu et apprécié par des enfants. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé le ton adéquat. Et ça se fera si ça se fait, ça serait super, mais pour l'instant le projet est encore à l'état gazeux, on va dire. J'ai aussi entendu parler d'un projet pour l'association. Est-ce que c'est pareil, c'est toujours dans les tuyaux ou pas ? C'est des très vieux tuyaux, très rouillés. Très vieux tuyaux. Okay. Plus aux normes du tout. C'était un projet qui s'appelle l'Encyclopédie, que j'avais commencé dans les pages d'arbitraire, justement, à la base, qui était fait uniquement pour remplir des trous dans la pagination de la revue. Et donc je m'amusais à faire une fausse encyclopédie. Et c'était Kilofer qui avait vu ces planches et qui m'avait proposé d'en faire un livre. Et bêtement, j'ai dit oui, alors qu'en fait, je suis pas du tout la bonne personne pour faire un projet aussi ambitieux qu'une fausse encyclopédie. Du coup, j'ai fait quelques planches qui ont été créées, mais peut-être qu'un jour, si je suis coincé dans une maison pendant 2 ans, j'arriverai à faire ce projet d'encyclopédie, mais j'ai bien peur qu'il faudrait que je trouve autre chose comme projet pour l'association. Pour
terminer cette antipastie, ce sont des dessins que tu m'as envoyés, du coup, qui font partie de ton quotidien en ce moment, visiblement. Tu travailles beaucoup avec ces crayons à la cire. Ouais. Est-ce que tu les fais pour un projet en particulier ou c'est vraiment pour le plaisir? Il y en a quelques-uns dans Il y l'exposition. en a quelques-uns dans l'exposition. Ouais. Bah, non, j'ai toujours une pratique peut-être pas quotidienne, même si j'aimerais bien, mais de dessiner comme ça sans savoir pourquoi et pour qui. Et du coup, ça fait partie de ces dessins que je fais un peu spontanément. Des fois, c'est quand je suis en vacances. Mine de rien, souvent en vacances, j'ai plus le temps de dessiner que quand je suis à Uzerche et qu'on a cet atelier qui est un lieu collectif qui nous demande aussi énormément de temps et qui nous fait faire énormément d'autres choses que du dessin. Et ça, typiquement, c'est des dessins que j'ai fait quand j'étais en vacances en Bretagne. Et du coup, je trimballe avec moi cette boîte de craies qui sont des craies pour les enfants, pour les écoles, avec 9 couleurs différentes. Et ces derniers temps, je dessine beaucoup avec ça. Ça me va. J'aime assez. Ça me sort un peu de mes travers, justement. C'est-à-dire couleur limitée et cette espèce de facture un peu très grasse et l'impossibilité, justement, de rentrer dans les détails. Il y a un petit crayonné ou non, tu te lances si, en général, je fais un petit crayonné, ouais. Et justement, l'idée, c'est un peu moi de. J'ai longtemps dessiné à l'ordinateur et même mes travaux de commande, d'illustration, j'arrivais pas à les faire autrement qu'à l'ordinateur, sur Photoshop. Et du coup, ces dernières années, ayant déménagé à la campagne, ma façon de travailler, mon espace aussi autour de moi a vachement changé. Et du coup, je me suis remis beaucoup plus à dessiner à la main. Et ça fait partie de cette pratique que j'essaie d'avoir très régulière de dessiner, de réapprivoiser le médium concret, traditionnel, voilà, du dessin traditionnel, comme on dit. Merci Antoine pour tout ça, pour ta générosité aussi dans les documents que tu nous as fournis. J'ai une petite question. Qui est-ce que tu aimerais qu'on cuisine à cette façon-là, à la façon d'un antipasti? Est-ce qu'il y a un auteur, une autrice que tu aimerais bien voir dans cet exercice avec les dessins d'enfants jusqu'au prochain projet? Ah waouh, c'est une question difficile à brûle pour point, mais ça peut je sais pas, peut-être Anouk Ricard, justement, je sais pas si elle est déjà passée, mais... Non, pas encore. Ah ben, on l'a déjà sollicité. Je serais ravi de l'entendre raconter ses influences et comment elle fait de la bande dessinée. Peut-être je pourrais lui piquer des tips. Ouais. Merci, un grand merci à toi.